Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un mythe littéraire particulièrement tenace, le Necronomicon. Ah oui, le fameux livre maudit de H.P. Lovecraft. Exactement. Et la question qui revient toujours, est-ce que c'est une pure invention ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai derrière tout ça? C'est toute la question, en effet. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux en s'appuyant sur différentes analyses qui regardent son histoire inventée, les théories sur ses origines, la vie de Lovecraft aussi. Un vaste programme. Oui. Et juste pour l'anecdote, le titre original supposé, Al-Azif, Mhm. ça voudrait dire le murmure des insectes la nuit. Et pour les Arabes de l'époque, c'était le bruit des démons. Charmant. Ça met dans l'ambiance. Carrément. Alors commençons par l'histoire telle que Lovecraft l'a écrite. L'auteur serait un certain Abdul al-Azred. Le fameux arabe fou. C'est ça. Un poète de Sanaa, au Yémen, qui aurait vécu vers l'an 700. Apparemment, il aurait pas mal voyagé. Oui, les ruines de Babylone, les souterrains de Memphis. Et surtout le grand désert d'Arabie, le Roba el-Khali. C'est là qu'il aurait découvert les secrets de certaines entités. Yog-Sothoth, Cthulhu, les grands classiques de Lovecraft. Tout à fait. Et sa mort, racontée par Ibn Khalikan, elle est assez spectaculaire. Ah oui, dévoré en plein jour par un démon invisible en 738. Une fin à la hauteur du personnage. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Lovecraft, il ne s'arrête pas là. Il construit toute une bibliographie fictive autour de ce livre. Oui, il est très méticuleux là-dessus. L'Al-Azif aurait d'abord circulé secrètement, puis une traduction en grec en 950. Par Théodorus Philétas, c'est lui qui donne le titre Necronomicon. Grec, nécros nomos icône, quelque chose comme image ou esquisse de la loi des morts. Fascinant. Et après, ça se complique encore. Oui, le livre grec est brûlé en 1050 par le patriarche Michel, puis une traduction latine par Olaus Wormios en 1228. Interdite quasi immédiatement par le pape Grégoire IX en 1232. Voilà, du coup les copies deviennent rarissimes, Lovecraft en place quelques-unes dans des lieux prestigieux, le British Museum, la BNF, Harvard, Et bien sûr, l'université miskatonique, son invention à lui. et même une à Buenos Aires. C'est ça. Tout un historique pour rendre la chose crédible. Mais justement, pourquoi? Pourquoi créer ce livre fictif avec autant de détails? C'était quoi son but à Lovecraft? C'est une excellente question. Fritz Leiber, qu'il connaissait bien, a avancé plusieurs idées. D'accord. L'idée principale, c'est que le Necronomicon, c'était pas juste un accessoire, quoi. Pour Lovecraft, qui était un matérialiste convaincu, Oui. c'était un moyen essentiel pour pouvoir parler d'horreurs cosmiques vraiment terrifiantes, sans renier sa vision du monde, sans faire appel au surnaturel classique, disons. Une sorte de justification interne à son univers. Oui, voilà. Et puis, c'était aussi un prétexte pour sa prose très poétique, un fil rouge pour relier ses nouvelles, et puis une illustration de sa philosophie, le cosmicisme. Donc, un outil littéraire et philosophique en fait. Tout à fait. Et pourtant, Lovecraft a toujours dit « Non, non, j'ai tout inventé ». Mais ce qui est fou, c'est comment ce livre inventé a presque échappé à son contrôle. Ah oui, complètement. La frontière entre fiction et réalité supposée est devenue très floue. On trouve des histoires comme cette lecture d'un exemplaire latin à Honolulu en 1927, Mhm. ou cette histoire de Els Sprague de Con qui aurait trouvé un manuscrit de l'Al-Azif en Irak. Oui, écrit en douriak, une langue ancienne que personne ne connaît. Et il l'aurait publié en facsimilé. Bien sûr, très difficile à vérifier tout ça. Évidemment. Mais ça ajoute au mythe. Et puis il y a ce lien que Lovecraft fait lui-même avec John Dee. Oui, le mage et mathématicien de l'époque élisabéthaine. Lovecraft mentionne une traduction anglaise du Necronomicon par Dee qui n'aurait jamais été imprimée. Et comme par hasard, on retrouve un vrai manuscrit de Dee, le Liber Logaeth, entièrement chiffré. Exactement, et c'est là que ça devient encore plus étrange. Parce que certains ont essayé de le déchiffrer, c'est ça? Mm. Des chercheurs comme David Langford apparemment ont utilisé des ordinateurs pour essayer de casser ce code. Il serait très complexe, lié au binaire, mais plus compliqué que les chiffres classiques type Bagon ou Playfair. Et le résultat? Alors là, attention, c'est là que ça devient controversé. Certaines sources affirment que le texte déchiffré contiendrait des noms. Comme Azatos, Yog-Sothoth, Cthulhu? Exactement. Des noms, des lieux, des concepts qui rappellent étrangement le mythe de Cthulhu que Lovecraft va développer des siècles plus tard. Incroyable. Mais c'est une affirmation qui fait débat, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Il faut être très prudent. Cette interprétation du Liber Logaeth est loin de faire l'unanimité, même chez les spécialistes de John Dee. C'est une lecture possible, mais très spéculative. D'accord. Mais même si c'est controversé, ça ouvre la porte à des interprétations plus ésotériques, non? Bah oui, forcément. Des occultistes, comme Kenneth Grant par exemple, ont sauté sur l'occasion. Ils y voient des liens avec les travaux d'Aleister Crowley, avec la Golden Dawn, qui parlait aussi de grands anciens, Ah oui, ouais. ou même avec des traditions magiques beaucoup plus anciennes. L'idée, c'est que Lovecraft aurait peut-être puisé, consciemment ou pas, dans des sortes d'archétypes universels, un peu à la Jung. Ou dans la mémoire collective. L'akasha. Voilà, certains parlent des archives akashiques. Et puis il y a une autre piste qui concerne le père de Lovecraft. Ah, Il aurait été franc-maçon d'un rite égyptien qui serait lié à Cagliostro. Et il aurait pu posséder des textes un peu étranges qui auraient pu influencer le jeune Lovecraft. beaucoup de spéculation quand même. Énormément. C'est le propre de ce genre de mythe. Donc, au final, on se retrouve avec un objet double. D'un côté, c'est clairement une création littéraire géniale de Lovecraft, un jeu d'érudit qui est devenu central dans son œuvre, Oui, absolument. une pure fiction à l'origine, Et de l'autre côté, c'est devenu un artefact culturel hyper puissant. qui a pris vie, en quelque sorte. Il attire les spéculations, les légendes urbaines, les recherches. Parfois sérieuse, parfois complètement occulte. La frontière est devenue incroyablement poreuse, comme vous disiez. C'est ça. On ne sait plus très bien où s'arrête le jeu et où commence autre chose. Et ça soulève une question de fond, je trouve. Au-delà de savoir si le livre existe vraiment ou pas, comment on explique que cette fiction ait une résonance aussi forte, aussi durable? Pourquoi est-ce que cette création d'esprit continue de fasciner à ce point? Au point que des gens cherchent encore aujourd'hui à percer ses secrets. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport au savoir interdit, au mystère de l'univers et finalement à la puissance de notre propre imaginaire? C'est une excellente question pour conclure. Ça laisse matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci à